le BTS informatique, là, c'était pas mon premier choix. Je voulais faire de l'audiovisuel, moi, à la base. Sauf que le BTS audiovisuel, impossible avec un bac pro électrotechnique. Tu te fais refuser de partout. Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Hop. Désolé d'interrompre cette magnifique intro, mais juste avant de commencer, je voulais vous prévenir que cet épisode sera divisé en 2 parties. Alors oui, je sais que c'était marqué, mais c'est juste au cas où. En fait, on a beaucoup discuté avec William et ça me paraissait important de garder une grande partie de cette discussion. Vous en aurez donc une deuxième partie la semaine prochaine. C'est un petit test, voilà, juste pour voir. On verra si on continue sur les semaines d'après. En attendant, vous avez la première partie juste ici et la deuxième partie arrivera mercredi prochain. Bon, vous êtes prêts ? On est parti, je relance le jingle. Bonne écoute. Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac ? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler ? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand ? Je vais aller quitter moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, le podcast sur l'orientation qui essaye tant bien que mal de t'aider dans tes choix. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité, de bac pro, de BEP, mais aussi de master. Et pour discuter de tout ça, et comme d'habitude, je suis très bien accompagné. Il est passionné, assidu et déterminé et a hâte de nous prouver ses capacités, du moins c'est ce que dit son CV devant moi. Avant de venir, il a préparé de nombreuses notes pour préparer cette émission et je pense donc qu'il est beaucoup plus prêt que moi. C'est un savant mélange entre MacGyver et Bob le bricoleur, car c'est le gars qu'on appelle dès qu'on a une merde à réparer. C'est William Malédan. Salut William. Salut. Ça va ? J'adore la description que je ne connaissais pas du coup. De Bob le bricoleur et de si, celle-là je l'avais déjà entendue, mais reprendre les mots de mon CV qui n'est pas à jour, c'est moche. C'est passionné, moche. Assidu, déterminé. Mais c'est un CV, il faut se vendre, c'est comme ça, on a besoin. Je suis en entretien là. C'est vraiment ça. C'est l'impression que j'ai. Mais vraiment, que des qualités. Quels étaient tes 3 défauts maintenant, William ? Ah, il y a direct, ça commence comme ça, d'entrée de jeu. Mmh. Mes 3 défauts, je suis têtu, ça peut être très chiant. J'ai aucune concentration et j'écris mal. Eh ben, bienvenue dans la boîte. Alors, dans cette émission, on va vous parler de tout ton parcours, notamment qu'est-ce que c'est le bac pro. Attention, beaucoup trop long comme terminologie, mais c'est un bac pro électrotechnique, énergie et équipement communicant, donc voilà, ça fait 3 fois que j'essaye de le faire minimum. Mais aussi, on va parler de BTS, de master en cybersécurité, que tu as fini en août dernier, si je me trompe pas. Ouais, septembre même, techniquement. Septembre. Officiellement septembre. Voilà, donc c'est tout frais encore. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier de suivre l'émission, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez noter 5 étoiles si vous aimez l'émission. Pour rappel, vous pouvez suivre également toute l'actualité de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard sur Twitter et sur Instagram pour ne rien rater. Bref, alors, j'ai fait ta petite présentation rapidement, mais évidemment, les gens veulent en savoir un peu plus sur toi. Et quoi de mieux que de monter dans un ascenseur pour apprendre à se connaître ? Oui, un ascenseur, endroit dans le top 3 des plus gênants pour avoir une conversation. Il est l'heure de la présentation élevée. C'est quoi cette petite pièce ? Est-ce que t'es tout perturbé ? Est-ce que t'es tout nerveux ? C'est une heure de sexe. Qui êtes-vous ? Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi ? Je m'appelle Élévation 2000. Alors vous êtes claustrophobe ? Non, c'est l'altitude. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi c'est Odile. Plutôt c'est l'ami de Mickey. La présentation élevée, c'est un peu ce qu'aime appeler toute bonne école de commerce le pitch elevator. Est-ce que tu connais cette terme Ben oui, parce que moi je suis les podcasts. Oh, il suit les podcasts, c'est ce que c'est. Fervent auditeur. Ben alors, est-ce que tu veux expliquer ? C'est un terme qui désigne un moment où tu te retrouves dans l'ascenseur avec ton patron et où tu dois lui pitch une idée en quelques minutes avant qu'il arrive dans son bureau. Et il faut le convaincre avant la sonnerie de sortie de l'élévateur. Il est très fort, t'expliques mieux que moi, c'est fou. Alors là, c'est assez particulier puisqu'on va pas pitcher une idée, mais on va te présenter en 1 minute, grand maximum, tu vas devoir répondre à un maximum de questions. Est-ce que tu es prêt ? Allons-y. Alors, je prends ma voix de majordome, puisque je joue un personnage de composition, et je t'ouvre la porte du monte-charge. Bienvenue, monsieur, dans votre ascenseur de présentation, je suis Bernabé, et c'est moi qui vais vous poser les questions. Prêt ? Allons-y. C'est parti.
Nom de famille. Malédan. Prénom. William. Âge. 22. Matière préférée au collège et au lycée. Techno. 7 divisé par 2. Aucune idée. Ta passion c'est faux, actuelle. je le savais. Ma passion actuelle, l'airsoft. La couleur du cheval violet d'Henri IV. Violet. Ton film préféré. Un Marvel. Est-ce que tu as triché pendant tes derniers examens? Non. Le meilleur VPN. Ça dépend pour quoi faire. Le plus pratique, on va dire NordVPN. Ton artiste du moment. Bilix. Le métier que tu voulais faire quand t'étais petit. Artificier. Est-ce que t'as écouté le dernier épisode du podcast? Ou c'est pas un épisode de podcast normal, c'est le revue de documents, je l'ai écouté. Oui. Oh là là, il est chaud. Le lait avant ou après les céréales? Après, évidemment. Quelqu'un qui t'inspire. Aucune idée. Ton endroit préféré. Ma chambre. Si tu étais un animal. Un chat. Un lieu pour un date avec toi, je me renseigne. Un resto. Un endroit où il y a de la bouffe. Ton domaine préféré dans ce que tu es en train de faire. Ah, c'est compliqué. L'OSINT. On va devoir expliquer tout ça. Top. Je crois que j'ai entendu la sonnerie de l'ascenseur, nous sommes arrivés. Merci monsieur d'avoir choisi la compagnie Qu'est-ce que tu vas faire pour votre voyage? Je vous en prie, rentrez dans la pièce. Et merci bien. Bon bah parfait, alors attends, moi j'ai plein de questions. Qu'est-ce que c'est que l'OSINT? L'OSINT, c'est ça? Ouais. Tu veux commencer direct par ça? Pourquoi pas? Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est l'OSINT? L'OSINT, on aura notre réponse. c'est l'open source intelligence, c'est une sous-catégorie de la cybersécurité, on peut dire ça comme ça, qui consiste à recueillir et regrouper des données qui sont publiques sur une personne ou sur un organisme pour définir un profil et récupérer un tas d'informations. Ok. Très bien. Bon bah comme ça c'est clair. On va quand même pouvoir rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt on rentre au centre de formation. En formation! Tortue! Formation tortue! Hors de question de laisser filer le futur Lionel Messi. Moi tu me parles pas d'âge. Do you speak English? Yes. Where are you from? Yes. Oui, bravo Serpentard, cependant. Alors, le centre de formation, c'est tout simple. Comme les grands joueurs, tu as été formé. Et toi, pour le coup, ce n'était pas pour mettre des triplés comme Mbappé, mais pour devenir, justement, j'en sais rien parce que j'y connais rien. Et c'est justement ça dont on va parler, de ta formation. Pour commencer, et avant de parler de ton bac pro, du master, du BTS, etc., t'étais quel genre d'élève au collège-lycée? Alors pour le coup, on va différencier les deux, parce qu'au collège, primaire collège, j'étais littéralement un sale gosse. C'est-à-dire le mec qui fait des bêtises. J'ai eu pour ceux qui connaissent, des contrats de discipline et des contrats de travail absolument tous les ans. T'as eu des contrats de discipline? Eh oui monsieur, parce Qu'est-ce que je foutais le bordel. Et c'est un document qui est rempli à chaque cours par les profs, qui donne ce que t'as fait ou ce que t'as pas fait, en bien ou en mauvais. Okay. Et nous c'était un petit établissement, ce qui faisait que toutes les semaines, tous les vendredis, on devait aller voir le directeur de l'établissement, qui vérifiait ton comportement sur la semaine et qui te punissait ou pas en fonction de si tu faisais bien les choses ou pas. Et donc t'avais des espèces de graduations de punition en fonction de... Ouais, c'est ça. Et voilà. Et du coup, à chaque cours, tu allais voir le petit professeur, tu donnais ton petit papier et il remplissait à la fin. Et tous les vendredis, tu perdais ta récréation du midi parce que t'allais voir le directeur. Sympa. Et j'ai fait ça pendant 5 ans, 6 ans, parce que je l'avais quasiment tous les ans. D'accord. Et c'était quoi ta plus grosse punition que t'as écopée? En vrai, je saurais pas dire. J'ai eu un nombre d'heures de colle absolument incalculable, à gratter les chewing-gums sous les tables ou dans les radiateurs, à passer le balai dans la cour. Sympa. Pédagogique en plus. Déplacer des meubles. Ah bah évidemment. Déplacer des meubles. Bon, je compte pas les tu recopieras 18 milliards de fois la même phrase de la primaire. Ça, c'était il y a un bon moment maintenant, mais je l'ai fait aussi pas mal. Ok. D'ailleurs, petit tips, vous pouvez accrocher des stylos bic ensemble avec des élastiques, comme ça vous faites 3 lignes par 3 lignes. Mais ça marche vraiment cette histoire? Ça marche très bien. Jure la Je te le jure, ça marche très bien. Putain, une fois que t'as le coup de main, c'est parfait. T'as pas copié assez de lignes. Mais mec, moi j'ai recopié beaucoup de lignes, mais par contre, pas assez encore. Mais j'étais con en fait. Voilà. Moi, tu vois, jusque dans la punition, je vais essayer de carotter. Ah ouais, non, mais. Et alors, est-ce que tu sais pourquoi t'étais comme ça? Pourquoi tu rentrais pas Honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est une partie de l'environnement parce que j'étais dans un petit établissement où il y avait qu'une seule classe par niveau et donc on était avec les mêmes personnes du CP jusqu'au brevet des collèges. Ouais. Donc je pense que ça favorisait un peu ça. Et puis parce que à mon avis, je m'en foutais de la majorité des cours surtout parce que ça m'intéressait pas.
Et puis après, voilà, t'es avec tes potes, et puis t'as envie Ouais, d'amuser les autres, t'as envie de te faire bien voir et tout. Et puis j'étais très énergique, très énergique. Donc c'était aussi un moyen de se dépenser. Ok. Tu vois, on aurait pu penser que tu vois, t'étais le petit con et qu'en plus t'avais pas de potes, enfin genre où t'étais vraiment genre À mon sens, non, j'avais des potes. C'est ce qu'il te disait, non, William. Mais c'est ça, mais en plus... Ils m'ont chargé de te dire. C'est ça, en fait, on veut pas faire passer le message. Il y avait une grosse dualité parce que j'étais comme ça à l'école, alors qu'à la maison c'était complètement l'inverse. Avec ma famille, j'étais très famille, enfin j'étais toujours hyper serviable, hyper agréable et tout. Ah, c'est donc, marrant ça. C'était vraiment dissocié l'un avec l'autre, et c'est pour ça que je dis qu'à mon avis l'environnement et le cadre scolaire favorisaient le mauvais comportement, même si évidemment j'en suis responsable in fine, hein, mais voilà. Et pour ça que je dis qu'on divise avec le lycée, parce qu'arrivé au lycée, du coup j'ai complètement changé d'environnement. Vraiment complètement, mais on reviendra dessus un peu après quand on parlera justement du lycée et du bac. Et là, ça s'est complètement arrêté. Complètement changé de... J'ai presque envie de dire de personnalité. C'était plus du tout la même chose. Bah pareil, je pense que le changement d'environnement a fait, le fait que j'aille dans un bac que du coup j'avais choisi, dans une filière qui m'intéressait et tout, beaucoup plus professionnalisante, donc beaucoup plus pratique aussi. On passait pas juste des journées à écouter quelqu'un parler. Je pense que ça a beaucoup aidé à ce changement-là. Et t'avais pas la possibilité de changer primaire-collège d'établissement à ce moment-là? Bah en vrai si, mais déjà au début c'était compliqué parce que j'ai une grande sœur et un petit frère, on était dans le même établissement, donc ça arrangeait pas. Et puis, on pensait pas que c'était une vraie solution. Il y a eu la fameuse menace de la pension. Ah, ça, on est beaucoup à l'avoir eu. Mais moi, on l'a eu et on a eu des entretiens avec des pensions. Voilà, c'est ça. Attends, et si tu veux tout partager, moi, je te dis, tu sais, le truc de genre, chez moi, j'étais grave sympa et tout. Alors, c'était à peu près pareil pour moi. Donc, j'étais vraiment un ultra connard chez moi. les mots sont dits, les mots sont forts. À l'école. Mais par contre, les gens avaient peur de m'inviter à leur anniversaire. Sauf que quand j'étais invité, genre, c'était tellement important pour moi. Oui, tu tenais super à carreau. J'étais tellement sympa. Je mettais la table, je rangeais, je nettoyais. Le petit garçon parfait. Le petit garçon. Et les parents qui, tu sais, mes parents qui avaient peur de venir me chercher, la main tremblante comme ça. Il a été comment? C'est ça. Ils disaient, il a été formidable. C'est ça. Moi j'étais comme ça, j'étais le petit garçon que tous les parents adoraient, mais parce qu'en fait ils voyaient que la bonne partie, tu vois. Ça. On comprend pas pourquoi ça. En primaire ça va pas bien. C'est limite on te dit mais prends exemple. Ah non, il ne faut pas. Ne prenez pas exemple. En tout cas à cette époque-là, ne prenez pas exemple. Surtout pas. Et donc à ce moment-là, tu pars en bac pro électro-technique. Et voilà. Et donc en électricité globalement. C'est ça. C'est un choix de ta part ou c'est les profs qui n'en pouvaient plus et qui ont dit c'est complètement un choix de ma part. J'avais même la possibilité d'aller en général parce que j'avais des notes qui étaient pas si horribles que ça. Ouais, t'es un bon élève quoi. Je faisais le strict minimum, tu vois. Mais du coup, ça passait pour faire du général. J'aurais sûrement pas pu faire une S, tu vois, parce que du coup, l'ancien bac, tout ça, les trois sections et tout. Mais j'aurais pu faire un ES ou une L, voilà. Bon, après ça, c'était mort, c'était pas ce qui m'intéressait, mais je pense que j'aurais pu faire un ES. Mais je voulais aller sur du pro, voilà, pour cette volonté d'avoir quelque chose de beaucoup plus pratique dans la formation, parce que c'est un domaine de l'électricité qui m'avait toujours intéressé, que j'ai de la famille qui bosse dans le bâtiment et qui est dans l'électricité aussi, donc j'ai toujours un peu baigné dedans, on va dire. Donc j'ai voulu faire ça. Ça n'a pas été un choix spécialement facile, parce que du coup, au collège, j'ai toujours été amené, enfin je prends un exemple à la con, mais j'ai toujours été amené par mes parents à l'école, ou alors j'habitais dans la ville de mon école. Donc c'était vraiment très simple, ou alors t'avais 10 minutes de bus quoi. Et arrivé en bac, je me suis retrouvé dans un établissement qui était beaucoup plus loin que chez moi, dans un cadre qui était pas du tout le même non plus, parce que c'était une population beaucoup plus cosmopolite. Il y avait beaucoup plus de gens que là, moi où j'étais dans un petit établissement où on est 500, là je me retrouve dans un truc où on est c'est d'un seul coup on est 2000, c'est ça, où t'as voilà des bacs de, c'est ça exactement, et puis t'as plusieurs bacs différents, t'as des BTS aussi, enfin t'as des grands quand t'arrives dedans, du coup t'es le petit, tu vois, t'es le mec qui arrive quoi. Puis t'as plus tes potes que t'avais et c'est ça, voilà, moi je me suis retrouvé complètement tout seul en fait quand je suis arrivé là-bas, et vu que c'était loin aussi, j'avais une bonne heure et quart de transport en bus, donc c'est pareil, ça te fait te lever tôt et tout. On avait aussi cours direct le mercredi après-midi, donc tu faisais des semaines complètes, il y avait plus cette coupure le mercredi. On était les seuls à avoir ça d'ailleurs, t'es bien content quand t'es au lycée et que t'es le seul à bosser les mercredis après-midi jusqu'à 18h. C'est marrant que tu me dises, tu vois, que t'aimes faire les choses, et c'est pour ça que t'es parti en bac pro, avoir vraiment quelque chose de concret en face de toi. T'en avais entendu parler de la 3e pro, une émission avant avec Clément Aujalvo, que vous pouvez retrouver, c'était 2 émissions avant je crois. Il parlait de sa 3e pro. Toi, tu t'en avais pas eu connaissance quoi. Alors, de souvenirs, non, pas du tout.
Après, peut-être que ça avait été discuté avec les parents, etc., de mon ancien établissement, mais ça me dit rien. Sachant qu'en plus, j'ai changé d'établissement pour la 3e uniquement. Donc j'aurais pu, entre guillemets, faire un truc comme ça. Mais j'avoue que non, j'ai pas souvenir en avoir entendu parler. Et puis au final, je considère pas que ce soit une mauvaise chose, parce que comme ça, j'ai quand même un brevet classique, on va dire. Okay. Et puis ça m'a pas empêché de rentrer dans mon bac pro après. C'est ça. Surtout ça. Et donc, ce bac pro, comment ça s'est passé pour toi? Comment ça s'est déroulé? T'as réussi quand même à t'acclimater à cette nouvelle vie? Ouais, complètement, parce que moi je suis assez sociable dans le sens où je vais assez vers les gens, donc je me suis vite fait des potes et tout. Et puis en plus, bah voilà, vu que c'est nouveau pour tout le monde quand t'arrives dans ce genre d'établissement et dans ce genre de bac, vu qu'on sort tous du même endroit, d'un collège général. Et donc au final, ça va bien. Et comme je disais, vu que c'est des trucs qui me plaisaient, pour 80% des matières, on va dire, parce qu'il y a forcément des trucs qui te plaisent moins, c'était beaucoup moins une corvée d'aller en cours. Et du coup, tout se passe mieux quand tu subis pas, en fait. Du coup, est-ce que tu veux nous décrire une journée type de ton bac pro, par exemple, de ta première année en bac pro? Oh là là, comment tu fais travailler ma mémoire? Je savais que j'aurais dû amener mes carnets de correspondance. Non, moi, mais par exemple, à quelle heure tu te levais et tout comme ça. Alors, en bac pro, je me levais vers 6h30. J'avais du coup une bonne heure de bus. Donc j'arrivais là-bas en général un peu en avance. Les cours commençaient, je crois, à 8h. Je crois que c'est des heures pile là-bas, à 8h. Ouais. Et en général, t'avais, comme l'expliquait Clément dans le podcast précédent, en fait, t'avais des journées où tu faisais uniquement des cours. Donc t'avais des cours, un tronc commun, donc du français, des maths, des matières classiques. T'avais des matières un peu plus professionnelles, genre de l'éco-gestion et ce genre de choses pour t'apprendre à gérer entre guillemets une entreprise, un salaire, les contrats, etc. Parce que le but du bac professionnel, c'est donc professionnalisant, c'est que tu puisses travailler derrière. Donc voilà, savoir lire un contrat, savoir faire une déclaration d'impôt, ce genre de truc, ce qui est à mon avis une bonne chose à apprendre et qui devrait généraliser partout. Et ensuite, tu avais des cours du coup professionnels, où là, tu avais donc soit de la théorie, où vraiment c'est en électricité, tu bouffes beaucoup de maths, c'est beaucoup de calculs sur les puissances, sur ce genre de choses. T'as beaucoup une partie sur la sécurité aussi, qui est ultra importante. Et après, c'est donc de la pratique, où là, t'es dans des ateliers, et où t'as des TP à faire, où il faut que tu... Donc soit t'as des fausses pièces qui sont répliquées dans les ateliers, et il faut que tu fasses un câblage électrique avec des interrupteurs, des prises, ce genre de trucs. Sinon, t'as beaucoup la partie tertiaire, où tu fais de l'industriel, où là, du coup, t'as des armoires électriques complètes avec des schémas qu'il faut apprendre à lire, qu'il faut câbler. Toi, qu'est-ce qui t'a chauffé le plus là-dedans? En vrai, je pense que c'était la partie industrielle, parce que t'as une partie aussi automatisation, où tu travailles genre sur des robots, sur des trucs automatiques, et c'est intéressant de voir comment ça marche, les contacteurs, un tel truc active tel truc et tout, c'est cool, c'est intéressant, c'est plus stimulant à faire que le bâtiment où concrètement t'as 2-3 schémas qui sont un peu techniques à connaître, mais une fois que tu les connais, après c'est juste tu tires du câble, quoi. Je vulgarise, mais c'est ça. Ok. Bon, de toute façon, on va faire assez court sur le bac pro, puisque si vous êtes intéressé par ce cursus-là, on a fait un épisode complètement dessus avec Clément Jalvaux, donc vous pourrez le retrouver sur les épisodes précédents. Mais là, nous, on va s'attaquer plus à tout ce qui est BTS, Master, que William a fait, Master qui se rapproche plus de mon métier actuel, du coup. C'est ça. Parce qu'en fait, toi, à ce moment-là, tu finis ton bac pro avec la réussite, c'est ok, tu vois. Ouais. Et là, normalement, le bac pro, c'est censé, tu bosses après, quoi, tu taffes. Ou alors, Clément avait expliqué que tu pouvais refaire une année pour te spécialiser dans une spécialité. Ouais. Toi, ça n'a pas été ton choix. T'as voulu t'as voulu continuer en BTS. Ouais, en fait, donc le bac pro, c'était un peu ce à quoi je m'attendais, donc ça m'a plu. Surtout que en bac pro, tu fais beaucoup de stages et tout, donc tu peux voir concrètement quel va être ton métier plus tard. C'est bien ça, c'est ça qui est bien. Mais en fait, je me suis rendu compte que je me voyais pas faire ça toute ma vie. Ok. Je sais pas si je pourrais dire ça me stimulait pas assez, mais ça me plaisait pas assez, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai voulu continuer les études, donc ce qui te conseille pas trop. Les BTS, ils t'orientent parce qu'il y a beaucoup de BTS à faire ensuite de bac pro électrotechnique qui restent dans le même domaine, donc BTS électrotechnique justement. Bon, les noms ont peut-être changé actuellement, mais BTS électrotechnique ou pour faire de la haute tension, ce genre de choses. Donc tu peux faire des BTS, mais c'est pas le truc qui te conseille le plus. Et moi, je voulais donc continuer les études et surtout changer de domaine. Et je voulais faire de l'informatique. Et en fait, quand tu veux faire de l'informatique, t'as un peu tout et n'importe quoi comme étude. Et du coup, moi, j'ai fait un BTS système numérique avec une option informatique et réseau. Donc, qui est un BTS hyper large qui, je crois, a aussi changé de nom.
Je suis pas sûr qu'il s'appelle comme ça actuellement. Et où en gros tu vois de tout. Et j'ai eu la chance moi d'être pris parce que du coup je venais pas d'un bac qui te préparait à ça. Parce que du coup la plupart des gens qui étaient avec moi en BTS, ils venaient de bac, donc j'ai pas le nom en tête, mais qui te préparent à ce genre de licence, quoi. Tu commences déjà à faire à ce genre de BTS. Il y a un bac techno. Voilà, c'est ça, voilà, où tu commences à faire de l'informatique et tout, du développement, tout ça, et donc ils avaient plus de bagages que moi. Mais moi j'ai été accepté à mon BTS, et donc j'ai pu entrer, entre guillemets, dans l'informatique via ce truc-là. Et donc, comme quoi, même en faisant un bac professionnel, déjà, t'es pas obligé de t'arrêter après, et en plus, tu peux quand même changer de filière et faire d'autres choses après un bac même pro dans une matière très précise comme l'électricité, quoi. Mais ça, c'est chaud parce que, enfin, c'est quand même assez dur en tant que bac pro de continuer après. Toi, comment t'as fait ? Quel a été ton plan pour que ça passe, pour te faire rentrer dans ce BTS ? J'ai fait pas mal de portes ouvertes parce que du coup, en sortie de bac, c'était pas forcément mon premier choix, l'informatique. Je voulais faire aussi de l'audiovisuel. Et en fait, en faisant des portes ouvertes et en contactant un peu des gens, je me suis rendu compte que ça, c'était pas possible. Enfin, le passage de bac pro électrotechnique à BTS audiovisuel, c'était quasiment impossible. J'ai fait plusieurs établissements, on m'a toujours dit que c'était mort. J'ai quand même fait des propositions sur Parcoursup pour essayer d'en avoir, mais rien n'a été accepté. Donc c'était mort. Et du coup, je suis allé sur l'informatique, qui était du coup mon deuxième choix, on va dire, entre guillemets. Parce que c'était, à ce moment-là, je voyais plus ça comme une passion à moi, comme un hobby, que comme vraiment un truc que je pourrais faire à plein temps, comme un boulot. Et en fait, non, finalement, pas du tout. Ça marche très bien aussi en travail. Au contraire, même, je pense que j'ai plus de choses et j'ai une stabilité, une sécurité de l'emploi plus élevée là-dedans que dans l'audiovisuel, où tu débouches en général sur des boulots d'intermittents ou ce genre de choses, et où du coup, t'es un peu moins sécure, on va dire. Est-ce que à un moment, t'as regretté du coup de pas avoir fait un bac général alors que t'avais les possibilités pour rentrer dans ce BTS audiovisuel ? Bah, franchement, oui et non. Oui, dans le sens où je me dis que ça m'aurait peut-être permis de faire de l'audiovisuel et donc de faire quelque chose que j'aimais vraiment aussi. Mais non, parce que je suis pas sûr que j'aurais bien vécu mes 3 années de bac général. Et en plus, je suis pas sûr que, en ayant, entre guillemets, subi ces 3 années de bac général, j'aurais voulu continuer. Alors que là, le fait de faire ça m'a permis de voir que finalement, bah, je détestais pas tant que ça les études. Parce qu'à la base, voilà, tu me demandais au collège ou même au lycée encore si je voulais faire des longues études, c'était mort, tu vois. Je voulais arrêter le plus tôt possible, aller travailler le plus tôt possible parce que ça me saoulait. Et en fait, le fait de faire ces études-là, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, si tu fais un domaine que t'aimes plus, bah, c'est beaucoup moins une contrainte d'aller en cours, quoi. Et en plus, après, j'ai eu de l'alternance, et ça, on en reparlera, mais ça, bien sûr, ça a été un gros changement. Ok. Qu'est-ce que tu fais là-bas dans ce BTS système numérique ? Tu vois toutes les bases de l'informatique, et en fait ce BTS il te forme à être en gros administrateur. En fait t'as un peu déjà t'avais 2 options. T'avais celle que j'avais, donc informatique et réseau, et t'en avais une deuxième qui était plus orientée micro-technique et programmation, choses comme ça. Et en fait tu commences à voir tout ce qui va être le métier d'administrateur système réseau. Donc tu vois un peu de développement. Nous on avait notamment fait du C++. Donc des bons langages de programmation bas niveau qui sont beaucoup utilisés notamment dans le jeu vidéo et tout. Et après tu vois tout ce qui est réseau, donc les adressages IP, tout ça, toute la partie réseau. C'est archi variant en fait quand tu vois informatique. En fait c'est ça, le BTS il est très très vague puisque tu fais ça, tu commences à voir donc aussi de l'administration système, donc les Windows Server, le Linux, tu commences à voir les systèmes d'exploitation sous Linux. Est-ce que tu veux expliquer un peu, parce que tu vois, imagine vraiment, moi je pense qu'en seconde, première terminale, je ne savais pas ce que c'était. C'est hyper vague, et encore, c'est encore pire quand tu passes en cybersécurité. C'est un monde qui est tellement à part, qui est tellement particulier, qu'il y a énormément de connaissances et de trucs que tu te doutes pas si tu connais pas. En fait, ça paraît logique une fois que t'es dedans, mais sinon tu connais pas. Mais c'est voilà, par exemple Linux, c'est donc un système d'exploitation comme Windows ou macOS par exemple, mais qui est utilisé principalement sur des serveurs. Donc toute l'informatique, tout le numérique tourne sur des serveurs, et 99% de ces serveurs c'est du Linux qui est dessus, parce que c'est beaucoup plus stable, parce que c'est beaucoup plus manageable, parce que c'est beaucoup moins gourmand en ressources, enfin voilà, pour diverses raisons. Et en fait du coup c'est pas du tout la même approche que Windows. Donc bah si tu connais pas, on est tous habitués à Windows parce qu'on a tous Windows dans les mains depuis qu'on est né, quoi, quasiment, enfin pour notre génération en tout cas. Mais voilà, il faut apprendre d'autres systèmes d'exploitation, le réseau, bah pourquoi on a Internet, comment ça marche Internet, quelles sont les bases de tout ça, l'adressage IP, le réseau IP en général, IPv4, IPv6, toutes ces normes, etc. De beaux langages.
Ouais, non, il y a beaucoup de trucs, hein. Il faut emmagasiner beaucoup d'informations, mais ça vient au fur et à mesure. Et je pense aussi qu'il faut dire que, après, je pense que les plus jeunes qui nous écoutent ont pas encore ce truc-là, mais souvent, moi, j'ai des gens qui tu vois, on demande, qu'est-ce que tu fais ? Je suis informaticien. Ouais, c'est mais le raccourci, en quoi, fait. Tu vois, ça veut dire ça. Que tu peux être informaticien et réparer les ordis de ta boîte et être dans la cybersécurité comme toi. En fait, ça veut rien dire. Informaticien, ça veut tout et rien dire. C'est tellement vague. Ouais, c'est ça. Donc en fait, quand vous allez aux portes ouvertes ou des trucs comme ça, c'est que quels sont les débouchés ? En fait, c'est ça. En fait, c'est énorme. Il faut se poser la question, qu'est-ce que j'aime ? Est-ce que j'aime bidouiller dans un ordi, même au niveau des composants et tout, essayer de faire fonctionner les choses, ou est-ce que j'aime faire du développement, créer des sites web, créer des applications, où tu peux avoir une partie artistique aussi, où faut que tu mettes en place ton site, que tu fasses le côté graphique et tout, ou est-ce que justement toi ça te plaît pas et tu veux faire du réseau, t'as envie de faire en sorte que les gens ils puissent avoir internet, de comprendre comment ça marche. Maintenant en plus il y a la fibre qui s'est démocratisée énormément, donc c'est pareil, c'est des domaines qui embauchent en plus. Mais c'est hyper varié, ça veut tout et rien dire, quoi. Effectivement, être informaticien c'est un fourre-tout magique, quoi. Ouais. C'est comme directeur artistique. Voilà, c'est ça. C'est vraiment plein de... C'est comme si je te dis je travaille dans le médical. Voilà. Ok, mais tu fais quoi ? Parce qu'il y a 1 milliard de métiers aussi, c'est le même principe. Exactement. Est-ce que, comme toi, il y a des bacs pro qui sont partis après en BTS ouais. Je crois pas. La grosse majorité, c'était des bacs technologiques. C'était vraiment l'écrasante majorité. Et il y avait quelques bacs pro, forcément, mais c'est pas le plus, non, du tout. Ouais. Je sais plus, t'avais dit que t'avais fait les portes ouvertes pour te montrer, en gros, et pour dire... surtout pour me renseigner, en vrai. Ouais. Parce que même moi, j'avais besoin de savoir qu'est-ce que j'allais faire. Donc évidemment, tu regardes toutes les fiches sur l'étudiant, tu cherches les informations sur les formations et tout pour en savoir plus. Je pense que c'est à tout un chacun d'être curieux et de voir ce qu'il veut faire. Mais après, j'étais allé aux portes ouvertes, pour parler aux gens, pour essayer de voir avec d'autres étudiants qui étaient déjà là, est-ce que... concrètement, qu'est-ce que c'est la formation, quoi ? Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu peux faire après ? Et puis, mine de rien aussi, pour voir un peu comment est l'établissement, comment peuvent être les profs et tout, parce que je trouve que la manière dont t'enseignes une matière, c'est presque aussi important que l'attrait que toi t'as pour la matière. Ça, on le dit souvent dans l'émission. Non, mais c'est vrai, les profs qui font ton cursus, quoi. C'est ça, le prof, il peut te faire aimer une matière qu'à la base, t'avais pas l'impression d'aimer, et l'inverse, c'est vrai aussi. Tu peux avoir un truc que t'aimes bien, et t'arrives avec un prof que tu peux pas becquer et que tu détestes. Même te dégoûter. Moi, j'ai eu le cas un peu en BTS, en plus. On lâche un blaze ? Non, on lâchera pas de blaze. Je sais de qui je parle, mais on lâchera pas de blaze. Il sait de qui on parle. Il sait de qui je parle. Moi, j'aimais beaucoup justement toute la partie système, parce que bidouiller avec les PC, bidouiller avec Windows, faire fonctionner les trucs. Et ce prof-là, il était pas du tout... en tout cas, sa pédagogie me convenait pas du tout. On va rester politiquement correct. Et du coup, moi, ça m'avait vraiment saoulé. Et j'en étais au point où j'avais décroché complètement de sa matière parce que je voulais pas aller à ses cours, en fait. Vraiment, c'était pas intéressant. Ok. Et quand t'es rentré dans ce BTS, t'avais pas peur que, venant d'un bac pro, le niveau soit trop dur ou que juste, tu retrouves pas ce... Quand même, le BTS, c'est quand même technique. Enfin, il y a quand même des choses à faire. Mais tu vois que tu gagnes plus en théorie qu'en pratique. Si, c'était un peu une de mes appréhensions. Et c'est aussi pour ça que j'allais aux portes ouvertes, pour te parler de ça. Et en fait, dans le BTS où j'allais, franchement, t'avais quasiment un 50-50. Il marchait en système de projet. Donc t'avais, t'avais toujours un tronc commun. Ça, de toute façon, ça bouge quasiment jamais. Avec, du français, des maths, ce genre de trucs. Ouais. T'avais une grosse part de physique appliquée. Okay. Où là, du coup, tu vois, par exemple, comment fonctionne une onde. Si tu veux faire du réseau, tu vas avoir besoin de peut-être mettre en place des Wi-Fi, des réseaux, des trucs comme ça. Donc, comment fonctionne une onde, pourquoi ça marche. Donc, tu revois le courant électrique pour Et ça, t'étais pas perdu. Passer des données et tout. Et ça, j'étais complètement à la ramasse. Ok. Parce que justement, moi, dans un bac de mon bac, on faisait pas tous ces trucs-là. Cette partie physique, vraiment, on avait pas, quoi. On avait... Côté électricité, ça allait. Donc, l'électricité dans les câbles et tout, ça allait très bien. L'Ethernet, comme on dit ça. Mais toute la partie physique appliquée, plus appliquée, on va dire, tu vois, j'étais complètement à la ramasse. Et c'est la matière dans laquelle j'ai eu les pires notes toute l'année. Surtout que, pareil, j'avais un prof que j'appréciais pas du tout, qui me stimulait pas du tout. Et en plus, c'était le matin qu'on avait ces cours-là, en général. Et moi, je me tapais à 1h20 de transport, j'étais fatigué. Donc en général, je dormais dans ces cours allègrement. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Mais j'ai quand même eu mon BTS, mais grâce aux matières pro, en fait. C'est des matières pro qui m'ont sauvé. Ok. Et comment t'as fait justement toute l'année pour réussir quand même à sauver les meubles et pas complètement tomber dans cette matière justement de physique appliquée ? En fait, honnêtement...
j'ai fait l'impasse sur cette matière. Et je l'ai abandonnée. Au bout de 8 mois, donc le BTS c'est en 2 ans, au bout de 8 mois, je l'ai abandonné. J'ai dit, tant pis, je sais que ça, j'aurais pas. Donc je fais le minimum pour essayer d'avoir un peu des connaissances et tout, parce qu'il le faut, et puis parce que mine de rien, c'est important. Ouais. Mais j'ai abandonné ça. Le tronc commun, je me démerdais normalement, parce que voilà, c'est des trucs assez basiques. Tu fais en BTS, tu fais aussi des trucs genre le français, tu fais de l'étude de documents. On avait fait le projet Voltaire pour ceux qui connaissent. Donc voilà, t'apprends l'orthographe et tout, ce qui est pareil, je suis une quiche monumentale là-dedans. Et du coup, en fait, j'ai vraiment tout misé sur la partie professionnelle qui a un coefficient plus élevé pour les notes finales. Il y a du contrôle continu, mais il y a des examens finaux à passer. Et genre, le coef, c'est genre un coef 12 pour la partie pro et un coef 8 pour la partie tronc commun. Ouais, donc tu misais tout c'est sur ça. le pro, Si tu vas sur la partie pro, tu peux t'en sortir. Et moi, j'ai fait ça, j'ai tout mis sur le pro. Et la partie pro, c'était des stages ou c'était quoi? Non, t'as donc des projets qui sont notés, donc ce qu'on appelle le contrôle continu, c'est des projets que tu fais qui sont notés, qu'en général tu présentes à l'oral, et que tu passes pour la plupart en groupe. Ce qui est un pari un peu dangereux, parce que si tu foires ton projet, c'est terminé. Globalement, ça t'assassine. Et après, t'as aussi une partie écrite, où là, t'as un document et un feuillet avec des questions, et il faut répondre aux questions à l'écrit, comme on peut le faire au bac. Dans mon bac, on faisait ça, mais les bacs généraux, je sais pas trop. Ok. Et là, t'es convaincu que c'est ce que t'as envie de faire à ce moment-là? Ouais, franchement. Non, en vrai, ça m'a vraiment plu. Et justement, ça m'a même un peu rassuré sur ce que je disais. À la base, je voyais plus ça comme un hobby, l'informatique, que comme un débouché professionnel. Ouais. Ça m'a un peu rassuré parce que déjà, tu te retrouves avec des gens qui ont un peu les mêmes passions. Donc, ça te permet d'échanger là-dessus et ça te développe aussi. Et en plus, tu vois qu'il y a vraiment des boulots derrière, qu'il y a des trucs techniques. Surtout que vu que c'est un BTS, c'est pareil, ils t'orientent plus vers une insertion professionnelle à la fin que sur une poursuite d'études. Ouais. Pour être technicien supérieur, le but c'est de travailler derrière. Et donc c'est pareil, il te parle pas mal des boulots que tu pourras faire, du type de poste que tu pourras avoir. En fait, ça te rassure. Donc, c'est ça. C'est rassurant et tu vois que tu es dans une filière qui te pousse au travail et que tu sais que tu auras un boulot derrière. En informatique en général, donc voilà ce que j'appelle l'administration système réseau, c'est informatique, c'est un peu moins le cas. En cybersécurité, c'est très concentré en région parisienne. Ok. C'est vraiment l'épicentre, c'est là. D'accord. Mais pour l'instant, en tout cas, t'as pas trop attaqué la cybersécurité. Enfin, t'as un peu attaqué. C'est ça, même pas du tout en vrai. Le BTS, au final, on t'en parle. C'est sécuriser un réseau, quoi, non? Ouais, et encore. Ouais. En fait, c'est plus des bonnes pratiques que vraiment de la cyber. C'est genre, voilà, faut pas. C'est des trucs à la con, mais tu sais, genre. Faut changer de mot de passe. On commence à te donner des bases en ce que j'appelle l'hygiène informatique. Ouais. Où en gros, voilà, effectivement, des trucs logiques et voilà, des mots de passe et fais attention à tes comptes administrateurs, ce genre de trucs. Mais au final, tu vois très peu de cybersécurité. Mais moi, à cette époque, c'est déjà un truc qui m'intéressait, tu vois. Genre, à titre personnel, j'étais déjà en train de m'intéresser à ça. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné d'apprendre la cybersécurité? Comment ça se fait que t'avais déjà un pied dedans? C'est quoi la base des bases? En vrai, je saurais pas trop le dire, parce qu'en plus, j'ai pas d'entourage à moi là-dedans. Tu vois, on pourrait se dire, voilà, tu connais quelqu'un qui en fait, et du coup, ça te donne envie. Mais même pas. Je pense que c'est vraiment... Je sais pas, c'est un truc personnel, quoi. C'est toujours un truc qui m'a attiré, donc l'informatique en général et la cyber en plus. Et après, ça s'est confirmé quand j'ai fait donc ma licence pro après le BTS. T'as vu, je commence à t'amener la transition. Non, je vois que t'as envie de partir, donc on va passer à la licence maintenant. Non, mais c'est juste que voilà, c'est un truc qui s'est confirmé plus tard. Ouais. Mais c'est à la base, c'est plus un truc personnel, une envie, un truc qui me plaît, quoi. Ça m'intéresse. Non, mais justement, on va passer à la licence parce que tu disais que le BTS, comme le bac pro, c'était fait pour te professionnaliser. Ouais. Et du coup, aller au taf derrière. C'est et ça. Toi, Et moi, j'ai dit non, que nenni. Que nenni. Bien sûr, on a pris 30 ans d'un seul coup. Bah oui, j'adore les expressions. Et donc, tu pars en licence, donc en licence pro, administration. Licence professionnelle quand même. T'as vu, je reste dans quelque chose de professionnalisant. Tu vas encore les carottes pour aller passer en master après. Et oui, mon pote. On spoil un peu. Donc, pro, administration et sécurité des systèmes et réseaux. C'est ça, exactement. Donc là, on arrive sur de la cybersécurité tranquillement. On commence à rentrer dedans, ouais. Ok. Mais surtout, la grosse différence qu'il y a entre ma licence pro et mon BTS, c'est que ma licence pro, je passe en alternance. Ok. Et c'est donc ma première année d'alternance, donc je connaissais pas du tout à la base. En bac pro, t'avais des stages, donc tu fais pas mal de stages. Ouais. En BTS, t'avais aussi un stage, si je dis pas de bêtises. Ouais, si ça, t'avais aussi un stage. On va avoir toute une partie stage de toute façon, on va en discuter. Mais du coup, après, voilà, t'arrives en licence pro, t'arrives en alternance, donc tu te retrouves avec trouver une alternance. Ouais. Ce qui est pas facile, parce que du coup, effectivement, tu connais pas, c'est nouveau. Surtout que t'as quel âge? T'as 20 ans? 19 ans? Même pas, ouais, même pas. Ouais.
Ouais, si, je crois que c'est ça, ouais. Mais t'as quand même eu quelques stages, donc t'es quand même rentré déjà dans la vie. Voilà, c'est ça. Je connais un peu le côté professionnel grâce à ça, et heureusement, donc j'ai déjà fait un CV, j'ai déjà fait une lettre de motivation, j'ai déjà fait des rapports de stage où t'écris des trucs, où tu t'apprends à rédiger et tout. Mais il y a quand même cette donc pression c'est bien, d'alternance. mais voilà, c'est ça. Surtout que du coup, dans les écoles, la plupart, ils te disent... On t'aide à trouver si t'as pas d'alternance. Ouais. Mais par contre, dans toutes les écoles, et ça c'est quasiment le cas dans tous les niveaux, si tu vas dans une école qui fait de l'alternance et que tu postules en ayant déjà une entreprise qui t'embauche, t'es sûr à 99% d'être accepté dans l'école. Ouais. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des étudiants qui ont une alternance et qui rapportent de l'argent, parce qu'en fait, du coup, quand tu es en alternance, c'est ton entreprise, c'est ça, et puis c'est ton entreprise qui paye l'école. C'est ça. Parce que même si la licence pro c'était du public, il y a quand même des trucs à payer pour les écoles, et donc c'est l'entreprise qui paye en fait. Ok. C'est des organismes qui payent, mais on s'en fout. Et donc, est-ce que t'as galéré justement à trouver cette alternance ? En vrai, ouais. Ouais. En vrai, ouais, c'était pas facile. Alors j'avais la chance d'être véhiculé. Moi j'ai passé mon permis dès 18 ans, enfin un peu après, mais en gros j'avais déjà une voiture, donc ça me permettait d'être mobile. Et je reste, comme je disais, on est en région parisienne, donc t'as beaucoup d'opportunités aussi. Mais c'était pas facile, et c'est dommage que j'ai plus mon document, parce que j'avais fait un truc de tryharder, j'avais un document Excel avec nom d'entreprise, nom du contact, email, si j'ai envoyé, la relance, etc. Ouais, j'ai même poussé le truc encore plus loin pour trouver toutes les entreprises qui faisaient quelque chose qui m'intéressait, enfin dans mon domaine. Je suis allé sur le registre des métiers et du commerce, donc qui est un registre national qui enregistre toutes les entreprises avec leur numéro de SIRET, etc. pour qu'ils fassent leur déclaration. Et je suis allé donc dans mon secteur d'activité, j'ai copié toute la liste des entreprises qui étaient dedans et j'ai envoyé un mail à tout le monde. Et j'ai envoyé du coup peut-être, 150, 200 emails pour postuler. Et ça a marché, j'ai eu quelques retours. J'ai eu des retours négatifs de gens qui me disaient non direct. Je vois que c'est copié-collé, monsieur Malédon. Soit même qui me faisaient des... Ouais, bah franchement, il y en a certaines que je ciblais vraiment, donc avec lettre de motivation précise et tout. Ouais. Mais il y en a certaines, c'était de la lettre générique, parce que tu peux pas envoyer 150 mails personnalisés à un moment. Il faut être réaliste. Donc j'ai eu des mecs qui me disaient... Enfin des mecs ou des recruteurs qui me disaient non gentiment. Voilà, on peut pas prendre, soit pour... t'as pas un niveau assez élevé, soit t'as pas assez d'expérience, soit juste on prend pas d'alternance, ça arrive aussi. Hein. J'en ai eu qui étaient beaucoup plus véhéments dans la manière de refuser. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, j'en avais qui étaient pas contents de se faire démarcher. Bah, je sais qu'il y en a un qui m'avait dit, donc il m'avait en réponse de mail, non, on recrute pas, machin truc, c'est pas possible. Comment avez-vous eu mon mail? C'est ça, on m'a déjà demandé comment vous avez eu notre contact. Évidemment, je répondais pas parce que c'est pas mon problème. Ouais. Et à cette époque, donc j'ai plusieurs adresses email, donc c'était avec mon adresse email pro. Mais j'avais en photo de profil Gmail le masque Anonymous. Ah ouais. Pour ceux qui ont la ref. Et donc en soi on s'en fout, tu vois, c'est juste un masque, c'est pas grave. Oui. Mais j'ai eu 2-3 personnes, dont un qui m'avait fait la remarque, c'est très peu professionnel de postuler dans des jobs donc, qui touchent à la cybersécurité, avec des masques Anonymous comme photo de profil. Est-ce que vous savez ce que font ce genre de personnes et de groupes, etc. etc. Êtes-vous au courant, monsieur Malédon? Et voilà, il m'avait fait des petites remontrances pour m'expliquer que c'était pas professionnel. Est-ce qu'il n'aurait pas tort? Ah, c'est compréhensible, mais après en même temps ça veut tout et rien dire. Anonymous c'est oui et non, enfin voilà. Et puis en plus le masque à la base il est pas d'Anonymous, il est d'un film. Oui. Mais après il est moi, connoté. Je pose la question, qui met une photo de profil sur son contact Gmail? Eh bien justement, je vous pose la question. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, c'est une bonne question. Mais je l'avais fait, j'avais dû me dire écoute ça me démarque un peu. Et bah pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée visiblement. C'est ma petite touche personnelle. Et puis quand tu commences à t'intéresser à la cybersécurité, tu t'entends vite parler d'Anonymous parce que c'est un énorme groupe et voilà, c'est hyper connu. En bon ou en mal. Est-ce qu'on peut l'expliquer peut-être pour les gens qui connaissent pas, on sait jamais en vrai. Anonymous c'est un groupe d'activistes. Sur le principe, n'importe qui peut être un Anonymous vu qu'il faut juste correspondre à leurs idéologies. Mais il y a un groupe dur de personnes officiellement faisant partie du groupe Anonymous, et donc des activistes qui sont pour la liberté d'expression et qui sont anti-gouvernement et anti tout ce qui touche au contrôle des gens en fait. Ils sont pour la liberté à fond et qui font des grosses actions de piratage en général. C'est donc, quoi leur dernière principalement de defacing, donc ils piratent un site et ils changent l'aspect complètement du site en mettant des trucs de contre-propagande ou des informations, des choses comme ça, pour que les gens qui vont sur le site par exemple d'un gouvernement se retrouvent avec des messages qui les intéressent pas du tout. Ce qu'ils ont fait récemment, là comme ça de tête, je sais qu'ils ont fait pas mal de trucs pour la Russie, donc avec le conflit Russie-Ukraine qui a eu dernièrement évidemment. Ils sont mis en guerre
contre la Russie. Ouais, je crois. ouais, bah de toute façon, évidemment, hein, c'est un État totalitaire qui essaie de conquérir un autre pays, ça leur plaît pas, ça va concrètement à l'encontre de leurs idéologies. Il y a eu ça, je sais qu'avec Israël, le conflit israélo-palestinien, ils ont fait beaucoup de choses aussi pour essayer de révéler des infos et tout sur Israël, parce que en plus Israël, c'est une grosse cyberpuissance. Ils ont un énorme pôle cyber numérique et cybersécurité, donc ils sont dangereux. Moi qui suis la Startup Nation. Non, attention, ouais. Non, je sais juste que je crois que c'est là où il y a le plus d'incubateurs et plus de nouvelles entreprises, c'est en Israël. Ouais, non, en fait, ils ont énormément misé là-dessus, ce qui est à mon sens une très bonne idée. Et du coup, ils sont très puissants, et dans le monde de la cyber, donc dans le monde cyber numérique, ils sont assez redoutés parce que voilà, ils ont beaucoup de grosses entreprises, et même au niveau étatique, ils ont donc lié à l'État. Ils ont une grosse force de frappe de leur état. Donc s'ils décident de faire du mal au niveau cyber, ils peuvent en faire, quoi. Ok. Et donc, à la fin de cette licence, toi, tu te dis toujours pas, je ne veux toujours pas rentrer dans la vie professionnelle. Est-ce que d'ailleurs il y a une petite peur de ça, de rentrer dans la vie pro à ce moment-là ? En vrai, pas trop, parce que du coup, comme je disais, j'étais en alternance pour cette licence. Ouais. Donc dans une boîte qui avait des missions intéressantes, avec une équipe intéressante, qui était relativement tu faisais quoi d'ailleurs accessible par rapport à chez moi. Comment ça ? Tu faisais quoi dans l'entreprise ? T'étais chargé de quoi ? Administration système et réseau relativement générale, avec un peu de tout, et pas mal de cloud aussi. Et déjà là, je commençais à pousser au niveau de la cybersécurité. L'avantage de mon entreprise, parce que du coup j'y suis toujours, j'ai spoil la suite, c'est que ils sont vachement à l'écoute de ce que tu veux faire quand t'es alternant. Et vu qu'il y a des missions extrêmement variées, en fait dès ma licence ils commençaient déjà à m'orienter vers la cyber. Vers la cyber, c'est ça. J'ai vraiment compris que c'est ça qui m'intéressait pendant ma licence. Parce que du coup, tu refais de tout, hein. Tu refais un peu de dev, tu refais un peu d'administration, réseau, système et tout. Le dev, dès le BTS, je me rendais compte que c'était pas le truc qui me plaisait vraiment. C'est cool, mais voilà, c'est pas le truc qui m'intéresse. Il faut vraiment être à fond dedans, et moi j'aime pas assez ça en fait. Et du coup, j'avais déjà commencé à aimer la cyber. Donc licence pro, eux, pour le coup, je dirais pas qu'ils te forcent, mais ils veulent pas que tu continues les études. Ok. Ils poussent vraiment pour que tu ailles en entreprise, que tu t'insères dans le milieu professionnel, comme on dit, parce que en fait, ils ont des taux d'insertion professionnelle à respecter. Vu que c'est une licence professionnelle, sinon elle perd son autorisation d'appeler ça une licence professionnelle. Ok, donc là, eux, c'est l'inverse. Le directeur voilà. voir et eux, ils veulent pas que tu fasses une poursuite d'études. Ok. Moi, j'ai dit que nenni, encore une fois. Que nenni. Je veux continuer, mon cher. Et en fait, voilà, j'ai eu des cours pendant ma licence professionnelle, j'ai eu des cours notamment de forensique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le forensique, c'est en gros, t'es un enquêteur, mais sur les ordis. Okay. Donc tu sais souvent pour soit des sociétés, soit pour des tribunaux, des gouvernements, ce genre de choses, donc à de la police, la gendarmerie, etc. Où en gros, ton but, c'est de retrouver des traces ou des choses qui se sont passées sur un ordinateur ou sur un serveur, enfin là, sur un système informatique. Et donc j'ai eu des cours de ça avec quelqu'un qui était hyper compétent. En fait, la licence professionnelle, t'as plus de profs. Quasiment, c'est que des intervenants professionnels, et donc c'est des pros, des mecs qui travaillent dans leur quotidien et qui prennent du temps pour venir former d'autres gens. Et du coup, c'est pas du tout la même pédagogie, et moi ça m'a plu, j'ai bien aimé ça. Et donc lui, il était très très bon, il travaillait pour l'ANSSI de mémoire, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, c'est plus ça l'acronyme, mais en gros c'est l'agence française qui régit la cybersécurité, c'est ça. Et donc il était extrêmement bon dans son domaine, et il nous a fait faire des trucs hyper intéressants, et j'avais trop kiffé ce qu'on avait fait. Et donc c'est pour ça on revient au fait que le prof non mais vraiment, de toute façon c'est ça, hein, la personne qui t'apprend est aussi importante que ce que tu apprends. Et du coup j'avais vraiment kiffé ça. On a eu d'autres matières qui touchent à la cybersécurité qui m'avaient plu, et donc en fait j'ai dit banco, je veux continuer là-dedans, je veux me spécialiser. Ok. Donc pareil, vas-y. Pardon, petit aparté, mais tes parents là-dessus, alors qu'ils t'ont vu commencer à faire un bac pro, ils se sont dit ok, bac pro, le gars est sur le chemin, là ils te voient continuer encore et encore tes études, pas inquiet, rien du tout, c'est ok. Pas inquiet, au contraire surpris, parce que comme je disais, moi j'étais pas destiné à faire des longues études quand j'étais plus jeune, personne s'y attendait, tu vois, et du coup pas inquiet, ils suivaient bien, et puis surtout qu'ils voyaient qu'en fait je me donnais les moyens de le faire.
parce que du coup voilà, je bossais moi-même à côté. Quand j'étais en BTS, j'avais encore plus de transport qu'en bac, j'avais pratiquement 2 heures de transport, donc je me levais à 5h15. T'as intérêt à être passionné. C'est ça, la première année de BTS, je me levais à 5h15 tous les jours et je rentrais chez moi à 20h. J'avais 2 heures de transport, mais je le faisais quand même. Ce qui explique pourquoi je dormais en physique appliquée, parce que j'en avais rien à foutre et que j'étais fatigué. Mais c'était pas la question. Et du coup, non, en vrai, ils ont toujours supporté, ils m'ont laissé faire. En plus, du coup, après, quand j'ai commencé l'alternance, forcément, tu gagnais des sous. Mais d'ailleurs, même pas, parce qu'en fait, j'ai oublié une étape. C'est que pendant que j'étais en BTS, j'ai commencé un job étudiant aussi. J'avais pas d'alternance, c'était donc de l'initiale, t'étais tous les jours en cours. Mais par contre, voilà, je faisais ces horaires de 5h, 20h, quasiment tous les jours. Mais pour avoir de l'argent, très concrètement, et payer le permis, payer la voiture, tout ça, j'ai commencé un job étudiant, donc je travaillais les week-ends. Et en fait, ils ont vu, mes parents, que si je tenais ce rythme-là, tu vois, genre, je me donnais les moyens de pouvoir aller en cours, de pouvoir faire le boulot le week-end. En plus, je sortais quand même, parce que il faut sortir, on est jeune, il faut en profiter. Ouais, il n'y a pas que le taf. C'est ça. Bon, après, j'ai la chance d'avoir besoin de très peu de sommeil, et heureusement, parce que sinon je serais mort. Mais voilà, ils ont vu que j'étais déterminé de ouf. Ouais. Et donc, ils ont toujours suivi, ils ont toujours poussé. Et du coup, comme je disais, après, même en rentrant en master, donc on verra un peu après, mais du coup, le master qui était une école payante, mais vu que j'étais en alternance. Le master aussi était en alternance. Ouais, et justement, voilà. En fait, donc, je fais ma licence pro, ça se passe très bien, donc j'ai ma licence, je veux continuer, je veux faire de la cybersécurité, parce que je veux me spécialiser un peu là-dedans, donc je cherche ce qui se fait. Donc, il y avait soit de l'école d'ingénieur, mais là, on partait vraiment sur la partie théorie. Ouais. Et moi, je savais que ça allait pas me plaire, c'est ça, c'était trop peu pratique. Donc, le truc qui s'ouvre à moi et qui est le plus logique, ça va être un master. Ouais. Donc, en 2 ans, ce qui fait un bac plus 5. Et il y avait plusieurs possibilités. Je voulais faire de la cybersécurité, mais c'est pareil, il y a énormément de sous-métiers dans la cybersécurité. Le mot cybersécurité, c'est un fourre-tout pas possible. Et du coup, je suis allé vers un master qui faisait un peu de tout. Okay. Pour pouvoir voir aussi plein de choses. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir une entreprise qui m'a suivi aussi dans mes études et qui m'a dit, donc en fin de licence pro, ils m'ont proposé un contrat en CDI. Et je leur ai dit, moi j'aimerais bien continuer les études. Ils m'ont dit, écoute, vas-y, nous on te garde en alternance si tu veux encore pendant 2 ans. Et tu peux faire un master dans ce qui te plaît. Et du coup, moi j'ai fait de la cybersécurité et eux, ils ont dit, dans ce cas-là, on va faire aussi évoluer ton poste au sein de l'entreprise pour que tes missions correspondent un peu plus à ce que tu fais maintenant. Ouais. Enfin, ce que tu vas faire en master. J'étais donc dans l'équipe, au sein de l'entreprise, l'équipe IT, donc l'équipe, je sais pas comment vulgariser ça, mais en gros, administration, système, réseau, donc ceux qui touchent à toute la partie infrastructure informatique de l'entreprise. Et en plus, du coup, j'ai rejoint l'équipe cybersécurité aussi. Ok. Et donc, du coup, c'est ça. Et du coup, que j'ai toujours maintenant, mais voilà, je fais les 2 côtés pour faire vraiment de la cyber aussi au sein de l'entreprise. Ok, ça c'est grave cool que l'entreprise, tu vois, elle te suive et tout. Bon, évidemment, ça doit les arranger, enfin économiquement aussi. Oui. L'alternance coûte beaucoup moins cher qu'un CDI. Oui, c'est sûr. Mais et puis du coup, ils savent qui ils gardent, tu vois, parce que ça fait déjà 1 an que tu y es, donc ils savent comment tu bosses et tout. C'est pas comme s'ils embauchaient quelqu'un. Il y a une espèce de contrat de confiance qui s'est fait. C'est ça. Mais moi, je m'estime hyper heureux d'avoir une entreprise qui m'a pris en alternance de base alors que j'avais aucune expérience, qui m'a gardé en alternance pour un master, qui a été super à l'écoute sur ce que tu faisais dans l'entreprise, enfin dans l'école pour essayer de correspondre avec les missions, qui en plus payait bien, enfin voilà, c'était vraiment tout bénef quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, dans tout ce BTS, licence, master, etc., pour passer aux années suivantes, c'était quoi ? C'était des oraux, c'était des contrôles continus Qu'est-ce qu'il y avait ? J'imagine que tu avais aussi un oral d'alternance à faire. BTS, donc comme j'ai dit, il y avait de la pratique, des examens écrits et du contrôle continu. Et un projet de fin d'année. Donc un truc qui durait, je sais plus, je crois 6 semaines, où en gros, tu avais quasiment que ça. Tu faisais que ça toute la journée. 6 semaines ou 1 mois. Et donc en fait, tu allais en cours, c'était par groupe, tu étais avec ton groupe. T'avais un projet et il fallait rendre ton projet à la fin et tu te démerdes en gros. Okay. Et donc il y avait plein de sujets de projets différents. T'en avais certains qui étaient même dans notre BTS à nous, t'avais certains sujets qui étaient en partenariat avec d'autres entreprises. Donc par exemple, il y avait un projet qui était en partenariat avec Disney, donc Disneyland Paris, où il fallait qu'ils développent et qu'ils mettent en place un système pour estimer le temps d'attente dans les restaurants.
Ok. Donc ils ont fait ça en se basant sur les réseaux Bluetooth et Wi-Fi des téléphones et sur des caméras qui comptent un peu le nombre de personnes qui passent et tout. C'était vraiment un super projet. Et d'ailleurs, je crois que ça a vraiment été ça a été amélioré et mis en production à Disney. Donc c'est vraiment utilisé. Si vous allez si tu vas sur l'application Disneyland Paris et que tu regardes le temps d'attente dans les restos, c'est le fond de ça, c'est leur projet à eux. Très stylé, allez vérifier. Donc super cool, ouais, effectivement. Et nous, notre projet avec mon groupe, c'était faire un système complètement automatique pour la cantine de l'établissement. Donc où tu avais une carte, et donc tu avais ta carte étudiante, il fallait pouvoir gérer le solde d'argent que les gens avaient sur leur compte lié à leur carte étudiante, faire en sorte de reconnaître la carte et faire distribuer un plateau automatiquement quand ils arrivaient à la cantine, avec prélèvement du solde et tout, donc avec l'automatisation pour le robot, machin et tout. C'était cool, en vrai, le projet était cool, et du coup ça fait partie de la note. Et après, la licence pro, je sais qu'il fallait du coup que tu écrives un rapport d'alternance et que tu devais soutenir devant des profs. Chose que tu fais aussi en BTS, d'ailleurs, ton projet, tu le soutiens devant des gens. Donc j'avais déjà l'expérience de l'oral, on va dire. Plus du contrôle continu. C'est ça, et voilà. Et du coup, voilà, tu avais un rapport à faire et une soutenance à faire en fin de licence professionnelle, avec ton maître de stage qui vient et tout. J'ai une photo de mon maître de stage qu'il a pris pendant que je suis debout au tableau avec ma petite chemise blanche. C'est la tradition dans l'entreprise, on fait ça à chaque alternant. Et du coup, voilà, tu avais un contrôle continu et un examen de fin d'année pour valider. Donc pour revenir au master, est-ce que toi, ce master-là, quand t'es arrivé en BTS, c'était vraiment tu voulais continuer en master à tout prix quand t'étais en fin de licence, tu veux dire? Non, en BTS. En BTS? Ouais. Est-ce que t'avais déjà ce plan-là? Non. Franchement, je m'étais pas autant projeté. J'ai un peu fait pas au jour le jour, mais à l'année, tu vois, c'est ça. Quand j'ai vu que le BTS se passait bien, je me suis dit let's go, faire une licence pro. Et quand j'ai vu que la licence pro se passait bien et que j'aimais vraiment la cybersécurité, je me suis dit let's go, faire de la cyber. Et en plus, il y avait aussi le côté professionnel où je savais que la cybersécurité, c'était un domaine qui embauchait encore plus que le reste de l'informatique, tu vois. Même s'il faut des profils assez spécialisés, qui payent mieux aussi, parce qu'il faut quand même gagner de l'argent dans la vie. Et oui. C'était important, c'est toujours important, et qui me plaisait, donc je me suis dit vas-y, il faut le faire, quoi. Et puis vu que j'avais l'entreprise qui me soutenait en alternance et donc que j'allais pas avoir à payer l'école, en fait j'avais pas de raison de pas le faire. J'ai presque envie de dire ça comme ça, tu vois. Ça aurait été bête d'arrêter à ce moment-là, sauf si vraiment t'en peux plus des études, ce qui peut se comprendre aussi, mais bon, l'alternance ça change tout, quoi. Est-ce que ce master il t'a vraiment apporté, à part je parle de l'alternance, de l'argent et tout, ok, ça évidemment ça t'a apporté, mais je veux dire, est-ce que ça t'a apporté des connaissances en plus? Moi par exemple, quand j'ai fait mon master, j'ai l'impression que l'école ne m'a pas apporté plus que ce que j'avais appris pendant mes 3 premières années. Ouais. En vrai, non. Moi, je pense que ça a apporté beaucoup de choses. Parce que déjà, la cybersécurité, c'est hyper vaste. Ça a énormément de domaines, énormément de métiers en dessous qui peuvent être. Et donc, quand tu rentres là-dedans, tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, en fait. On a tous l'image édulcorée soit du hacker à capuche, tu sais, qui pirate des trucs, des entreprises ou des comptes Facebook. Alors que t'es en t-shirt blanc. Pour les moins bons, alors que ouais, grave, je suis en t-shirt blanc et en plus tu pirates des comptes Facebook. Bon, non, pas des comptes Facebook. Non, pas des comptes Facebook. Non, mais ça. Tu peux être amené à pirater des entreprises, mais c'est ce qu'on appelle du pentest et c'est de manière encadrée. Mais il y a énormément d'autres métiers, en fait. Tu peux faire de la gestion, donc où tu vas faire de la consultance, où tu vas être là pour rédiger des rapports sur comment mettre en place une procédure de sécurité informatique dans l'entreprise. Tu peux faire de la formation, tu peux faire ça, du pentest, comme on disait, donc où tu vas être payé pour attaquer des systèmes, soit des réseaux d'entreprise, soit des applications, soit même du smartphone, des choses comme ça. Tu peux faire donc RSSI, donc responsable sécurité du système d'information. Donc là où en gros t'es le chef, t'es juste en général t'es juste en dessous des patrons et c'est toi qui gères tout le service informatique et tout ce qui touche à l'informatique dans l'entreprise. Okay. Ouais, c'est archi. Enfin, voilà, franchement, il y a au moins 50 postes possibles et différents. En vrai, si on vous spoil là, il a juste un grand plan de tous les boulots que tu peux faire. C'est ça, je suis venu un peu préparé et du coup, il y a la cartographie. Moi, le schéma que j'avais, c'était une roue où tu voyais la roue de tous les métiers possibles. Et en gros, tu peux faire, je vous lis ma petite fiche, tu peux faire donc du pilotage de l'organisation et de la gestion des risques. C'est ça le mot que je cherchais, la gestion des risques, ce que moi j'ai aimé et que je vais reparler après. Tu peux faire de l'opérationnel, du maintien en conditions opérationnelles. Tu peux faire du support et de la gestion incident. Donc il y a de ça aussi, ce qu'on appelle l'analyste SOC, donc le Security Operational Center. Ok. Et ça, tu vois, par exemple,
tous ces terminologies-là, enfin, c'est un monde particulier. Non, c'est vraiment... Mais en vrai, tu me dis, je pourrais pas savoir ce que c'est exactement, tu vois. Après, les terminologies, c'est comme dans beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de termes, des fois compliqués pour pas grand-chose, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un monde hyper vaste et hyper particulier et qui peut paraître hostile quand tu ne le connais pas parce que c'est très précis. En plus, c'est un monde qui est extrêmement anglophone. Tous les termes quasiment sont en anglais. Tu dirais qu'il faut bien parler anglais, du coup. Et ça fait partie de mes notes. En plus, il faut un bon niveau d'anglais, surtout en compréhension écrite. Parce qu'il y a énormément de documentation et énormément de trucs qui sont en anglais. Donc expression et compréhension écrite, pour moi, c'est indispensable d'avoir un niveau, un bon niveau. Voilà, faut se démerder. Après, évidemment, ça s'apprend avec l'expérience et plus t'en fais, plus t'es à l'aise. Mais voilà, il faut. Et puis je pense que si t'as au moins les mots anglais de ta spécialité, je pense que ça peut passer. Il faut. T'es pas fluent. Non, mais c'est ça. Il faut. Et après, en fonction des entreprises, tu vas avoir de l'oral. Mais ça dépend de la boîte dans laquelle tu bosses. Mais il faut être conscient que l'anglais est extrêmement utilisé dans l'informatique en général, mais dans la cybersécurité surtout. J'allais dire, il faut être à l'aise, mais il faut apprendre à être à l'aise parce que ça se travaille. Il faut pas avoir peur de l'anglais, il faut en faire. Ok. Toi, comment justement t'as essayé de progresser en anglais ? Est-ce que déjà de base c'était bon ou... En vrai, non. En vrai, de base, quand t'es au collège et que tu l'apprends, tu vois, ça m'intéressait pas spécialement. Au lycée, du coup, j'en ai fait peu, ou alors c'était de l'anglais professionnel, mais du coup vers l'électricité, donc ça t'arrange pas beaucoup. Mais après, en fait, c'est ce que je dis, c'est en consommant, parce que du coup, quand tu fais des recherches, quand tu lis des trucs, quand tu t'en lis, tu fais que ça, tu te rends compte que quand toi tu veux faire des recherches, t'es obligé de les faire en anglais aussi, parce que les résultats sont beaucoup plus complets et beaucoup plus précis en anglais qu'en français, parce que forcément l'anglais est plus utilisé que le français. Et après, moi je consomme, j'allais dire uniquement, c'est pas vrai, mais je consomme énormément de contenu en anglais, donc de la vidéo, du film, des trucs à lire et tout, ce qui fait que forcément à force ton oreille s'adapte. C'est ça. Et du coup moi dans ma boîte c'est pareil, les échanges, donc dans le service c'est du français, mais dès que ça touche à l'extérieur c'est que de l'anglais. Donc écrit, oral, voilà, on travaille principalement à l'étranger, donc on travaille avec des Anglais, des Allemands, des Américains. Forcément, t'es obligé de parler anglais, quoi. C'est la langue, c'est ça, c'est la langue nationale, quoi. Mais d'ailleurs, en master et en BTS, est-ce que t'avais des cours d'anglais ? Non. En BTS, oui, je crois. En licence, non. On avait fait des préparations au TOEIC, mais on l'a pas passé. D'accord. Pose pas de questions. Et en master, ils ont fait pareil. On a fait des cours de préparation au TOEIC, mais on l'a pas passé. Et du coup, t'as pas de cours d'anglais, non. Est-ce que le Covid a eu un impact sur tes études ? Ouais, alors la fin de licence pro, on avait eu le droit aux grosses grèves RATP qu'il y avait. Il y avait un gros mouvement de grève qui a fait qu'on a mangé quelques... Du coup, on était en alternance, donc on avait que... en licence pro, j'avais 3 jours d'école, 3 jours d'entreprise, 2 jours d'école, etc. J'ai eu le droit à pas mal de cours qui ont sauté et qui sont passés en distanciel à cause des grèves. Et ensuite, le Covid est arrivé. Du coup, quand moi je suis arrivé en master, ce qui fait que mon master, qui est à la base en initiale, qui est à Châtelet, à Paris, toute la première année, ça a été que du distanciel. D'accord. Et pendant 1 an, on n'a pas mis les pieds en cours. Donc on s'est jamais vu, parce qu'en plus, nous, vu qu'ils n'ont pas le droit, je vous le dis, ils n'ont pas le droit d'obliger les webcams. On n'avait pas les webcams obligatoires dans les cours à distance, donc vraiment, on se voyait pas quasiment. Et donc, pendant plus d'1 an, parce qu'au final, on n'est pas retourné en cours en plus tout de suite, pendant plus d'1 an, j'ai fait mon master à distance. Est-ce que tu as senti qu'il te manque des connaissances vis-à-vis de ça, par exemple ? T'étais pas assez attentif vrai, ou des trucs comme ça ? Non. Parce que si je dois être honnête, les cours que je suivais pas à distance, je les aurais pas suivis en présentiel non plus. Parce que j'ai une capacité incroyable à ne pas me concentrer, donc je les aurais pas suivis non plus. La partie sociale, par contre, a eu un gros impact parce qu'effectivement, tu ne vois personne, tu ne connais personne. C'est pareil, en plus, t'arrives dans un master, donc tout le monde est nouveau. Donc normalement, t'es censé te faire des connaissances quand t'arrives. Et là, du coup, pas du tout. Il y a beaucoup de gens de plein de milieux différents et aussi des étrangers et tout qui sont acceptés dans ce genre de licence, dans ce genre de master, pardon. Donc ce qui est très bien, mais ce qui ne favorise pas l'échange quand t'es en distanciel. Bien sûr. Eux, ça a dû être encore plus dur s'ils voulaient apprendre le français. Oui. Ça a été assez compliqué. Donc nous, on essayait de les aider au maximum, tu vois, pour soit leur faire des traductions de certains trucs, soit leur réexpliquer des trucs et tout, parce qu'on voulait qu'ils s'intègrent comme tout le monde, quoi. Mais c'est sûr que non, le Covid a eu un gros impact là-dessus. En plus, du coup, moi en master, j'étais délégué de classe. Monsieur. Et attention. Pour faire très simple, on avait donc dans mon école, il y avait 2 masters différents.
Donc mon master qui était cybersécurité et cloud computing, et un autre master qui était data analyst et je sais plus quoi d'autre. Donc eux, ils étaient vraiment spécialisés dans le traitement de la donnée, et nous, on était dans la cybersécurité. Et donc dans ma formation à moi, on était une 40aine, et dans la leur, ils étaient pas loin de 60. Ok. Donc ils étaient plus. Et donc tout a été en distanciel la première année pour les 2 formations. Et en gros, je me suis retrouvé un peu bon gré mal gré à être le délégué des 2 formations. Alors que normalement, je devais avoir que les cybersécurités. Donc c'était un gros bordel, mais du coup, j'étais un peu au milieu de tout le monde. Et donc, je parlais un peu avec tout le monde. Donc l'avantage, c'est que du coup, moi, j'ai eu pas mal de contacts avec plein de gens, y compris avec l'administration de l'école aussi, parce que du coup, je faisais remonter pas mal de trucs. Donc en vrai, niveau social, moi, je me plains pas trop, parce que je sais que j'ai été beaucoup parler aux gens, et aussi parce que je vais vers les gens. Mais il y a quand même eu un gros truc, ça se sent quand même qu'il y a une grosse différence. Et puis du coup, quand au bout de plus d'1 an de formation à parler aux gens, du coup nous on avait 3 semaines d'entreprise, 1 semaine d'école par mois. Okay. Donc à leur parler toute la semaine pendant un mois, pendant 1 semaine tous les mois, et que tu vas en cours pour la première fois, t'arrives dans la salle, c'est compliqué hein. Ah bah oui. Et en fait, la technique c'est de les voix. Tu les reconnais aux voix. Les voix des gens. Donc moi c'est pareil, du coup vu que je parlais beaucoup, on m'a vite reconnu, donc on me disait ah c'est toi William machin et tout. Mais ouais, l'arrivée en présentiel est compliquée, donc les groupes qui se sont formés à distance se remettent ensemble de manière logique, tu vois, en présentiel. Mais même jusqu'à la fin de l'année de master, de la 2e année de master, tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de complicité et que c'est pas... Mais j'ai l'impression d'ailleurs, enfin petit aparté, mais j'ai l'impression souvent que c'est vraiment les 3 premières années de tes études où il va y avoir vraiment du lien qui va se créer. Et par contre, quand tu arrives en master, d'un seul coup, ou même en licence pro, beaucoup m'ont dit ça, d'ailleurs en licence pro, c'est vraiment 1 an, et c'est 1 an de taf, et il y a pratiquement aucun lien social qui se crée fort, tu vois. Moi, de ma licence pro, j'ai gardé aucun contact. Hein. Tu vois ? J'en ai genre 3 à qui je parle toujours, un qui est venu avec moi en master. Donc lui, j'ai toujours du contact avec lui. Ouais, bien sûr. Mais sinon, non, surtout qu'en plus, nous, licence pro, du coup, en alternance, donc tu te voyais encore moins. C'est 1 an, et en plus, pendant ces 1 an, tu te vois 2 jours par semaine. Donc au final, donc, vraiment, t'as pas beaucoup de temps ensemble. Ouais, bien sûr. Et justement, en termes de vie étudiante, est-ce que toi, dans tout ce que t'as fait, ça a un peu bougé ? On va parler exclusivement des 3 premières années, parce qu'avec le Covid, forcément, ça a pas aidé. Mais est-ce que, justement, il y avait des petits trucs qui se passaient quand même au sein de ton BTS et de ta licence? Alors, pas du tout. Il y a rien eu du tout. Il y a jamais eu de... En fait, on faisait des trucs entre nous, tu vois, genre des restos ou quoi. Surtout le BTS. Le BTS, c'est des gens... ça justifie complètement ce que tu étais en train de dire. Le BTS, c'est des gens avec qui vraiment j'ai créé des liens, et c'est toujours mes potes actuels, et c'est mon groupe de potes, et il y a mon meilleur pote et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment des gens avec qui j'ai gardé le contact, mais il y avait rien d'organisé au niveau des établissements, tu vois. Que ce soit BTS, licence, master... On n'a jamais eu de BDE, on n'a jamais eu de week-end d'intégration, on n'a jamais eu de... Enfin voilà, il n'y a jamais rien eu qui favorise le lien social poussé par les établissements. Ok. Ce que je déplore d'ailleurs. Du coup, dans ce master, t'as pris une spécialité ? Non, en fait, c'est le master qui... Quand tu rentres là-dedans, tu spécialises direct, okay. Ouais, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui, avant ce master, étaient dans cette école, ont fait, je sais pas, un bachelor ou une licence, ou je sais pas... Il y en avait un, je crois, un ou 2. Ah ok, ouais, donc à la fin de leur licence, tout le monde s'est tiré de cette école. Ouais. Ok, mais l'école était bien ? Écoute, mon silence est éloquent. On va peut-être pas la mentionner dans l'émission. Alors. Ça dépend de quel point de vue. Okay. Déjà, il faut prendre en compte qu'il y a eu le Covid. Forcément, ça aide pas. Niveau Covid, eux, ils ont été plutôt réactifs. Ils nous ont laissé longtemps en distanciel pour pas qu'on prenne de risques et tout, voire peut-être même un peu trop longtemps. Ils ont fait en sorte qu'on ait quand même des intervenants et tout. Ouais. Mais en gros, il y a eu des gros problèmes de programme, de faire ce qu'ils étaient censés faire. Ah. Le programme qu'on a entre guillemets signé, pour lequel on s'est inscrit, tu vois, qui était sur les fiches de l'établissement et tout, c'est pas du tout ce qu'on a eu. D'accord. C'était quand même intéressant, il y avait plein de choses bien, et moi au final ça m'a arrangé parce qu'on a plus vu quelque chose que j'avais pas conscience d'apprécier, mais pour beaucoup c'était décevant et il y a eu pas mal de problèmes là-dessus. Ouais. Ok. Bon, heureusement que c'était l'alternance qui avait payé et pas toi, quoi. C'est ça, ah bah okay. 10 000 € l'année, oui, heureusement. Oui. C'est ça. Ok. Une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que toi qui t'accroche le plus, qu'est-ce que t'aimes le plus faire dans ce que t'es en train de faire ? Je parle pas forcément de la spécialité, mais je parle de, toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais tous les jours ? Je différencierais mon travail et ce que moi j'aime faire vraiment au niveau cybersécurité, parce que c'est pas la même chose. D'accord.
dans mes trucs que moi j'aime faire vraiment, à titre personnel du coup, donc c'est ce que je disais, c'est l'OSINT notamment, récupérer des informations et fouiller un peu dans le tréfonds d'internet, on va dire, que je trouve hyper intéressante parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui devraient pas être sur internet qui y sont. Et ensuite, comme des fichiers de mots de passe d'entreprise, comme les comptes en banque de certaines personnes parce qu'ils font n'importe quoi, des contrats, des PDF avec des contrats de travail, trucs comme ça qui devraient pas être là. Après, mon école s'est déjà fait cyberattaquer aussi, hein. Enfin mon ancienne école du coup. Alors qu'ils font des masters en cybersécurité. Aïe 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 aïe. Là, de toute façon, après c'est ce qu'on dit, hein. Personne n'est complètement protégé. Là, le risque zéro n'existe pas en cybersécurité. Je vois bien un film, tu vois, mais un film de merde où genre t'as les élèves qui vont contre-attaquer, qui vont défendre leur école. C'est mon école. On nous a demandé si c'était nous. Oh. On nous a demandé premier degré. En gros, ils nous ont, pour faire un petit aparté, mis un petit coup de pression. Ils nous ont donné des IP, donc qui correspondaient à certains sites de l'école. Et ils nous ont dit, ouais, est-ce que certains d'entre vous, ils ont fait des trucs là-dessus ? Mais qui va répondre en mode, peut-être vous avez fait des tests, ou tu sais, sans le savoir, tu vois, vous avez fait les cons. Donc on a dit non. Et après, du coup, offline, genre entre nous, parce qu'on n'est pas censé le savoir officiellement, et un mec qui nous a expliqué qu'il s'était fait attaquer, et que du coup, c'était ces IP-là qui s'étaient fait taper, et tout, qui cherchaient qui était responsable. Tiens. Mais vous êtes innocent. Complètement. A priori. Jusqu'à preuve du contraire. Et du coup, côté professionnel, ce que j'aime le plus faire, en vrai, c'est tout ce qui... Du coup, je disais, j'ai les 2 casquettes, je fais de la cyber, mais pas que. C'est toute la partie gestion et prévention des risques. Donc, anticiper les menaces et essayer d'éviter qu'on se fasse attaquer. Et aussi la partie sensibilisation. Okay. Former les gens. C'est chiant, parce qu'en général, les gens sont un peu réfractaires à ça. Parce que le problème de la cybersécurité, c'est que en général, tu retires un peu des libertés aux gens, mais pour une bonne raison, hein, mais il faut qu'ils l'acceptent, quoi. Et ouais, je dirais ça. Et après, côté plus système, réseau, tout ça, c'est tout ce qui touche au cloud. J'aime trop le cloud, c'est bien le cloud. Merci à vous d'avoir écouté cette première partie d'entretien avec William. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est sûrement le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à cliquer sur la cloche, comme ça vous serez notifié dès que la deuxième partie sera en ligne. Dans la seconde partie, on va parler également pour quel profil est ce type d'études, mais aussi la vision qu'a William sur comment est montrée la cybersécurité, le hacking auprès du grand public. Mais on va aussi faire un bilan de toutes ces études, de qu'est-ce que lui a ressorti de son expérience, ou encore ce qu'il peut penser des regards des autres sur les bacs pro. Je vous dis à très vite pour la seconde partie. Salut. Que se passe-t-il ? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire ? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire ? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre la servante et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain ? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne va pas vous rater la semaine prochaine.